Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Qui sont les plus mauvais élèves en matière de santé visuelle ? Eh bien, ce sont les jeunes, et en particulier les 16-24 ans. La faute aux écrans, bien sûr, dont la surconsommation abîme sévèrement leurs yeux. Alors, comment leur faire prendre conscience que ce capital est très précieux ? Eh bien, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Alors, alerte sur la santé visuelle des jeunes. D'abord, ces deux chiffres qui peuvent être un peu alarmants. 75% d'entre eux souffrent de fatigue visuelle, mais 34% ne font rien pour soulager leurs yeux, à en croire l'ASNAV, l'Association nationale pour l'amélioration de la vue. Et malheureusement, les conséquences sont loin d'être anodines, comme nous allons le voir avec mes invités. Docteur Camille Bosc, bonjour. Bonjour. Vous êtes ophtalmologue à la clinique Jules Verne, dans cette belle ville de Nantes. Merci d'être avec nous. Et Barthélémy Fouque, vous ne seriez pas opticien, vous, par hasard ? C'est vos belles lunettes vertes, là. En tout cas, merci d'avoir sorti vos plus belles lunettes pour nous aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Vous êtes opticien et vous êtes directeur du centre Écoutez Voir à Honfleur. Merci également d'être avec nous. Alors, quelle relation les jeunes Français entretiennent-ils avec leur capital visuel ? C'est un reportage de Mélodie Mortelec. La mauvaise santé visuelle des jeunes, je pense qu'elle est liée surtout à l'utilisation des écrans, qui est intensive chez nous. On regarde beaucoup trop longtemps nos écrans, de beaucoup trop près. Déjà la génétique, si les parents ont une vue pas très folle, puis les écrans, la base. Ouais, pour moi aussi, c'est vraiment les écrans et je pense le fait de trop regarder des choses de près et pas assez de loin. Enfin, pas trop faire de pause, quoi. Je pense que c'est surtout dû aux écrans parce que notre génération elle a tendance à beaucoup être sur les écrans et être très proche aussi. Selon leur utilisation et comment on se protège de ces écrans, je pense qu'ils peuvent contribuer à un développement de différentes pathologies visuelles ou quelques troubles qui peuvent nous concerner très tôt, plus vite qu'on le pense. Je pense qu'on s'éclaire pas bien, enfin pas suffisamment. Il y a la fatigue aussi à la fin de la journée, après avoir été toute la journée sur l'ordinateur, sur les smartphones, forcément les yeux ils fatiguent. Les écrans et les lumières bleues ça fatigue les yeux mais ça les abîme pas. Donc j'ai jamais eu vraiment de problème, j'ai jamais pensé à aller voir un ophtalmo ou autre. J'essaye d'y aller une fois par an. Après l'ophtalmo, c'est pour ça que moi j'en ai pas, c'est que c'est compliqué. Pour prévenir la fatigue visuelle, j'avoue qu'à part porter mes lunettes, je fais pas grand-chose. Moi je dirais d'essayer de limiter l'utilisation des écrans le soir. Une bonne posture, se tenir assez loin des écrans et pas trop longtemps dans la journée si possible. Bon voilà, les écrans. Je pense que les jeunes ont conscience que c'est pas forcément très bon pour leurs yeux. Il y en a une aussi qui dit non, avoir un ophtalmo c'est compliqué. Bon, on parlera tout à l'heure des délais d'attente qui sont assez longs. Mais quels sont les troubles visuels les plus fréquents dont souffrent les jeunes aujourd'hui ? Alors, Docteur Bosc. On peut faire la part des choses entre deux types de troubles. Les troubles visuels, donc on entend beaucoup parler évidemment de la myopie. Ça, on en parlera tout à l'heure. Mais ces signes de fatigue visuelle, plutôt, ça se manifeste comment ? Ça va plutôt être le signe de l'inverse de la myopie optiquement, qu'on appelle l'hypermétropie, qui va être mal compensée, qui va entraîner en fait une suraccommodation de l'œil pour compenser ce défaut visuel. Donc hypermétropie, c'est quand on voit pas bien de près, c'est ça ? Alors c'est quand en fait l'œil est obligé d'accommoder, déjà pour la vision de loin, ce qui en théorie n'est pas trop nécessaire. Et donc, c'est des gens qui vont forcer encore plus de près que la normale. Et l'autre chose alors nous, on en parle beaucoup au sein de notre communauté scientifique, mais c'est peut-être un peu moins connu, c'est la sécheresse oculaire, qui est le corollaire un peu des écrans. Et ça, c'est vrai que autant avant, c'était plutôt des pathologies de gens qui, après 40 ans, et on voit même des sécheresses oculaires sévères chez des jeunes, en fait. Parce que quand on regarde longtemps un écran, on ne cligne pas souvent, voilà. On cligne pas assez souvent des yeux, et du coup, ça crée une forme de sécheresse. Exactement. De sécheresse oculaire. On parlait des écrans, forcément. On a des chiffres aujourd'hui sur cette surconsommation d'écrans et sur ses conséquences sur le capital visuel des jeunes ?
Oui, alors je crois que le temps d'écran, même sur les 10 dernières années, il a augmenté de 3 ou 4 heures par jour, en fait. Oui, selon le baromètre de l'ANSM, je crois, les 16-24 ans interrogés passent en effet autour de 3h30 par jour sur leur smartphone et 2h47 sur leur ordinateur. Voilà, donc corollaire peu étonnant, un jeune sur deux se plaint de fatigue visuelle et c'est 9 points de plus qu'en 2017. Donc effectivement, il y a une consommation d'écran qui a énormément augmenté. Les problèmes, c'est que les jeunes ne vont pas changer leurs habitudes, c'est-à-dire diminuer la consommation d'écran. Et surtout, je le disais en introduction, 34% ne font rien pour soulager leurs yeux. Et le rapport de l'ASNM révèle même que 15% des jeunes n'ont jamais consulté un ophtalmologiste. Comment on explique cette négligence, Dr Bosc ? Je pense que c'est peut-être plus global. Je l'expliquerai par le fait que je ne suis pas certain déjà que les jeunes en général aillent souvent chez un médecin en général. Ouais. Et que c'est vrai que si vous voulez, donc à part la myopie où vraiment la vision va baisser fortement et là où les activités quotidiennes vont être gênées, finalement, ils vont s'accommoder de forcer, de fatiguer, d'avoir un peu de symptômes, voire même de ne pas avoir une vision parfaite en fait. Et ils vont vraiment attendre le dernier moment quand il va y avoir un retentissement important sur le quotidien pour venir consulter. Ouais. Et quelles sont les conséquences d'une mauvaise vue ou d'une absence d'une prise en charge de ces troubles ? On imagine que c'est des jeunes qui vont conduire des scooters ou... Ça peut être effectivement des fluctuations. Alors, pour l'hypermétropie, par exemple, ce qu'on voit de plus en plus, c'est ce qu'on appelle des spasmes de l'accommodation. C'est vraiment des fluctuations de la vision de loin qui peuvent être permanents, en fait, parce que l'œil s'est déréglé à force de trop forcer. Une myopie non corrigée va être beaucoup plus évolutive qu'une myopie corrigée. Donc, globalement, ça va s'aggraver plus vite. Donc, c'est une compromission du capital visuel à long terme, c'est certain. Oui. Et puis, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, je me disais, sur la conduite, à l'école aussi. Un enfant qui voit mal, c'est un enfant qui va être moins concentré. Oui, tout à fait. Il faut savoir que 80% de ce qu'un élève va mémoriser, c'est visuel. Donc, quand on considère que certains enfants sont mal corrigés, qu'ils voient flou, on peut comprendre que l'apprentissage soit difficile après pour eux. Et puis encore, cette étude a montré que les jeunes chez qui un trouble de la vue, myopie, hypermétropie ou astigmatisme, a été détecté et corrigé souvent par des lunettes, eh bien, ils snobent ces lunettes. C'est par oubli, par souci d'esthétisme. Comment on peut l'expliquer, ça ? Pourtant, ils devraient avoir des belles lunettes comme vous. On a des très belles lunettes pour les enfants. Ouais, ça devrait être un accessoire. Mes premières lunettes et que je vois les photos de quand j'avais 2 ans ou 3 ans, j'ai envie de demander à mes parents. On a envie de pleurer. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais ça peut devenir un accessoire de mode, comme les appareils dentaires. C'est un accessoire. On a même des jeunes qui n'ont pas besoin de lunettes et qui veulent en porter. Après, c'est vrai qu'il existe des personnes chez qui c'est dérangeant pour leurs activités ou autres. Après, il faut faire preuve de pédagogie, leur expliquer l'intérêt pour eux. Bien souvent, quand c'est bien amené, qu'on leur explique comment ça se passe et l'évolution de ce qu'on prévoit pour eux, généralement, ça se passe assez bien. Depuis qu'on met en place vraiment un suivi, moi, personnellement, j'appelle par exemple les parents un mois après pour savoir comment ça se passe. Le taux d'enfants qui n'ont pas leurs lunettes est quasi nul. Oui, parce qu'ils sont passés entre vos mains. Vous avez réussi à les convaincre. On a des bons professionnels. Alors, en matière de prévention, on a encore quand même du boulot en France, et pas seulement chez les jeunes. La vue est devenue, pour la première fois, le sujet de préoccupation numéro 1 des Français. Pourtant, 23% ne font jamais contrôler leur vue, que très rarement. Pourquoi sommes-nous aussi en retard dans ce domaine ? Parce que les délais d'attente, c'est vrai, chez les ophtalmos sont très longs. Sont très longs. C'est entre 4 à 6 mois en moyenne. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer cette négligence, en fait, un peu des Français vis-à-vis de leur capital visuel ? Quand des jeunes, mais les adultes aussi. Parce que finalement, on va dire qu'il y a, sur ce qu'on appelle donc les défauts visuels, les amétropies, il y a donc quand c'est d'un petit ordre, finalement, ça a peu de retentissement sur la vie au quotidien. Parce qu'on peut très bien vivre avec un petit défaut visuel. Et un peu comme tout en France, c'est qu'on n'arrive pas à être encore vraiment dans la prévention pour certaines personnes. Donc les gens viennent plutôt vraiment quand il y a un problème qui se décompense finalement. Et justement, comment vous encouragez, vous, auprès de vos patients, la prévention ? Alors nous, parce que les délais aussi d'ophtalmologie, c'est très variable suivant les régions. Et suivant aussi l'organisation territoriale des soins avec et les opticiens et les orthoptistes. Alors à Nantes, on a la chance d'être plutôt très bien organisés.
Donc c'est vrai que le dépistage des enfants n'est pas trop un problème. Et surtout, c'est qu'après, c'est très structuré. C'est-à-dire que on voit les enfants généralement à l'âge de 3 ans. On refait un contrôle à l'entrée en CP. Et donc c'est un petit peu cadré, en fait, si vous voulez. Ouais, mais après l'entrée en CP, vous les perdez un petit peu de vue. Alors en fait, non, parce qu'on les... Alors ça dépend, en fait. Si ça débouche sur une prescription, il y a un suivi qui est régulier, les rendez-vous sont déjà refixés. Donc finalement, il n'y a pas... Parce que la difficulté, en fait, c'est d'avoir le premier rendez-vous une fois que vous êtes rentré dans la boucle. Dans la boucle, après, on a des rendez-vous plus facilement. Voilà. Mais la myopie, elle arrive souvent un peu plus tard. Ça arrive plutôt vers le début du collège. Donc souvent, après, nous, on recommande de faire un contrôle tous les 3-4 ans. Ouais. Et c'est vrai que... Rappelez-nous peut-être juste un orthoptiste. Qu'est-ce que c'est? Je travaille aujourd'hui avec les ophtalmos, mais voilà, quel est son rôle, quelle est sa fonction? Donc c'est une profession paramédicale qui peut donc réaliser des bilans de vue et qui va aussi réaliser les examens de ce qu'on appelle la vision binoculaire. Donc c'est le fonctionnement des deux yeux ensemble. Et donc historiquement, c'est les gens qui font les suivis de rééducation, d'insuffisance de convergence, quand les gens ont du mal à passer de la vision de loin à la vision de près, les suivis de strabisme chez les enfants. Et chez les adultes, par exemple, des adultes qui vont avoir des maux de tête ou qui vont avoir sur l'ordinateur, etc., souvent c'est un problème ça peut être des problèmes de convergence. Pour rééduquer ses yeux, et ça peut retarder la presbytie. Non, alors ça ne peut pas retarder la presbytie. Ah non, je croyais c'est immuable, ça touche tous les êtres humains. Ah oui, on ne peut pas, en faisant travailler un petit peu ses yeux, on ne va pas retarder la presbytie. On peut la corriger, mais on ne peut pas la retarder. Et donc c'est arrivé pendant les confinements du Covid. Leurs compétences ont été élargies aux orthoptistes. Et donc maintenant, ils peuvent faire des renouvellements de correction optique sur des corrections standards et en l'absence de pathologie. Et la primo-prescription, sans passer par l'ophtalmologiste, pareil, avec des limites cadrées, vont être... C'est-à-dire, l'orthoptiste peut aujourd'hui faire une prescription de verre correcteur. Ouais. Dans certains, avec une certaine limite de prescription et d'âge, mais c'est possible. Je crois que c'est pour plus de 16 ans, hein, c'est ça? Ouais. Alors que les opticiens ne peuvent toujours pas le faire. On renouvelle. Vous renouvelez? Oui, chez les plus de 16 ans, d'accord. On renouveler chez les plus de 18 ans. Mais vous ne pouvez pas faire aujourd'hui de prescription, de verre, etc. Peut-être un jour? C'est sur la table, en tout cas? Non, pas pour le moment, ce n'est pas un sujet. Après, on a déjà un domaine de compétences qui est assez large. Hein. Non, mais vu les délais d'attente chez les ophtalmos et les orthoptistes aussi, c'est vrai que ça pourrait être aussi... peut-être pas pour la primo-prescription, mais... Après, il y a un sujet qui va se poser, c'est que en fait, le gros sujet, pourquoi ça bloque, c'est parce qu'en fait, c'est difficile d'être à la fois prescripteur et vendeur. Eh oui, il y a un peu conflit d'intérêts. Exactement. Forcément. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure du dépistage dans les écoles, notamment l'entrée en CP. Et les dépistages, justement, montrent que 20% des enfants ont un problème de vue non corrigé. Or, ces enfants, quand on les dépiste et qu'on les équipe de lunettes, on change leur vie, hein, souvent. Ben oui, alors après, les dépistages, pour avoir beaucoup d'enfants adressés par le dépistage, le but, c'est quand même de passer à côté de rien. Donc souvent, on a ce qu'on appelle plutôt des faux positifs que des faux négatifs. Donc des fois, le bilan de dépistage retrouve un problème et finalement, il n'y a pas grand-chose. Mais par exemple, dans la petite enfance, le principal défaut visuel, c'est l'hypermétropie. Quand il va être mal compensé et non corrigé, ça va entraîner des difficultés scolaires, des retards d'apprentissage de la lecture, des maux de tête. Et donc, le plus embêtant après, un dérèglement de l'accommodation et des troubles visuels de long. En fait. Alors justement, nous, en tant que parents, quels sont, Barthélémy, quels sont les signes qui doivent nous alerter? Maux de tête, ok, un enfant qui va se frotter les yeux, qui a les yeux rouges, qu'est-ce qui doit nous mettre en alerte? Parce qu'on n'est pas des spécialistes, nous. Vous nous en citez pas mal. Après, quand on voit un enfant qui plisse les yeux, qui fronce les sourcils, qui a tendance à se rapprocher ou s'éloigner de manière différente d'avant de son Donc, s'il s'approche, c'est qu'il est myope. Voilà, s'il s'éloigne, c'est plutôt l'hypermétropie, on est d'accord. Après, il y a le fait de voir un œil qui peut partir de temps en temps aussi. Ça doit être quelque chose qui va alerter. Une posture différente, un enfant qui va tourner la tête de manière assez excessive pour lire, etc. Toute modification du comportement lorsqu'il a besoin de se concentrer doit alerter. Et donc après, il faut... Et bien sûr, un comportement à l'école qui va changer ou des mauvaises notes, des problèmes de concentration, tout ça, ce sont des signes... Compréhension de texte aussi, des choses comme ça qui peuvent être remontées. Ouais. Parce que 80% de l'apprentissage passe par la vision. Hein, c'est ça. ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Et effectivement, les études scientifiques associent également la mauvaise vision à de multiples risques, problèmes d'apprentissage, mauvaises notes, absentéisme et décrochage scolaire qui peut être multiplié par 3. Donc c'est quand même, c'est pas des chiffres... c'est très lié, c'est très important. Anodin, ouais. Alors, on parlait tout à l'heure de l'hypermétropie, quand on ne voit pas bien de près, c'est surtout les jeunes enfants. Je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes sur la myopie. Donc là, on ne voit pas bien de loin, qui arrive en général à l'entrée au collège, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Certains spécialistes parlent d'une épidémie mondiale de myopie qui pourrait concerner plus de la moitié de la planète en 2050, et en particulier les jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez ? On peut vraiment parler d'épidémie et pourquoi ? Toujours la faute aux écrans ? Alors oui, et puis au changement en fait, un peu civilisationnel, c'est-à-dire que la myopie, anatomiquement, c'est un œil qui aura trop grandi, c'est un œil qui est plus grand que la moyenne de la population. Et les facteurs de risque identifiés, ça va être une sous-exposition à la lumière naturelle, un temps de vision de près prolongé, des études plus longues, donc tout ce qui est un peu en train de se passer au niveau mondial. Et en Asie, on est déjà dans les populations de moins de 18 ans à 80-90% d'enfants myopes. Et parce que quand on est sur un écran, en général, on est enfermé, on n'est pas la lumière naturelle et on a la vision de près. On ne regarde pas assez souvent de loin. D'accord. Donc c'est en nombre. En fait, les facteurs sont connus depuis longtemps, mais là, le nombre qui arrive, c'est exponentiel, en fait. Si vous... Voilà. Bon, en tout cas, il est important de faire vérifier la vue de notre enfant dès les premiers signes d'alerte que l'on citait tout à l'heure. Et justement, nous avons suivi une jeune maman et ses 2 enfants qui se sont rendus dans un centre Écoutez Voir à Paris. C'est un reportage de Maxime Ray. On vient vous voir pour des petits problèmes pour les 2 enfants. D'accord, voilà. Ok, alors venez avec moi. Mon fils a déjà des lunettes, mais en ce moment, il a quand même pas mal de maux de tête. Donc on s'interroge sur sa correction. Et ma fille vient de rentrer en CP et sa maîtresse vient nous alerter sur le fait qu'elle potentiellement, elle ne voyait pas très bien au tableau. Que ce soit votre fille ou votre jeune garçon, on est obligé de passer par l'ophtalmo. Puisqu'en magasin, je ne suis pas habilité à faire les contrôles visuels, puisqu'ils ont moins de 16 ans. Pour votre garçon, sa paire actuelle, elle a combien de temps ? Ça fait 3 ans à peu près, oui. Donc là, il y a effectivement une nécessité également d'aller voir l'ophtalmo pour rapidement vérifier la correction. Et dès que l'ophtalmo vous a délivré l'ordonnance, vous pourrez revenir en magasin. On choisira la paire de lunettes et les verres pour que du coup on puisse lui faire ses lunettes. Alors, le rôle de l'opticien, on va vérifier la vue de la personne. À la suite de ça, orienter donc, sur les montures, sur le choix des verres. Donc là, le rôle de conseiller. Et après, il y a la partie technique, puisque du coup, il y a tout ce qui est assemblage à l'atelier. C'est obligatoire de passer par l'ophtalmo, d'une pour vérifier s'il n'y a pas une légère correction à corriger. Et après, bon, c'est le côté administratif, c'est si on bénéficie du remboursement sécurité sociale et mutuelle, il faut absolument passer la case ophtalmologue. Voilà, donc Barthélémy, rappelons que pour les moins de 16 ans, vous ne pouvez pas faire de contrôle visuel encore. C'est ça. Mais en tout cas, vous pouvez les inciter à garder leurs lunettes et à porter leurs lunettes. C'est un rôle important, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, qu'ils étaient un petit peu négligents. Ils avaient tendance à snober leur monture. Après 16 ans, en revanche, là, vous pouvez faire des contrôles visuels. Il y a déjà eu un passage chez l'ophtalmo. D'accord. Voilà. Et vous faites des renouvellements d'ordonnances de prescription. Alors, quelles sont les bonnes habitudes à prendre dès le plus jeune âge pour prévenir la déficience visuelle ? Voilà, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil important aux parents qui nous regardent aujourd'hui et qui veulent préserver le capital visuel de leurs enfants ? On en parle souvent en magasin, c'est là où les enfants commencent à... Faites-nous une consultation, allez-y. Voilà, c'est ça. Donc c'est un moment où les enfants commencent à nous détester, parce qu'on parle d'abord, en fait, c'est vrai, des écrans. On les voit souvent, ils attendent des fois dans la boutique, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils sortent le téléphone. Et en fait, je les observe, et après, quand je m'occupe d'eux, je leur dis ce que j'ai vu, en fait, et souvent, ils ont le nez collé à 10 cm de l'écran. Vous leur dites de... 30 cm minimum. Hein. D'accord. Vraiment, c'est équivalent à la distance de leur coude, c'est ça. D'accord. Donc, c'est une bonne idée. Ça leur permet de se rappeler. On ne leur dit pas qu'il faut arrêter les écrans, bien entendu, parce que maintenant, c'est quasiment impossible. Je vous le confirme. On essaie de leur donner les bonnes pratiques, les 30 minutes d'affilée, d'essayer de faire des pauses visuelles, de faire ça avec un éclairage qui va être correct, hein, d'éviter de faire ça, par exemple, dans le noir, dans le lit le soir. C'est des pratiques, en fait, qui vont permettre de minimiser l'impact de l'écran sur leur qualité de vision.
Et après, on essaie aussi de leur faire prendre conscience que ce sujet il est important parce que la myopie, c'est définitif. La lunette n'est pas un médicament et s'ils deviennent myopes, ça sera pour le reste de leur vie. Voilà. Donc après, il faut passer par... Aujourd'hui, il y a des opérations, il y a des verres de contact, etc. Après, alors, en fait, ça, c'est quelque chose que j'aborde assez volontiers plutôt à l'adolescence, c'est que c'est mon domaine d'expertise en chirurgie, la chirurgie de la myopie, la chirurgie réfractive, c'est que on a eu énormément de progrès, mais une petite myopie sera toujours plus facile, plus simple à corriger qu'une très grosse correction. On va devoir utiliser des techniques chirurgicales qui sont plus invasives, qui ont plus de risques de complications, qui sont beaucoup plus chères aussi. Et une autre chose, alors ça c'est un peu difficile d'en parler à des enfants, mais c'est que la myopie, chez les gens qui ont vraiment une forte myopie, à un âge avancé, c'est un risque de pathologie ophtalmologique, notamment rétinienne. Les décollements de la rétine, il faut surveiller. Qui va être un petit peu voisin de la dégénérescence maculaire, si vous voulez, qui est démultipliée par rapport à quelqu'un qui n'aura pas de myopie. En fait, si vous voulez. Je ne savais pas. Donc tout ce qu'on fait... Tout ce qu'on peut faire pour ne pas aggraver une myopie et la stabiliser le plus tôt possible est important. Bien justement, merci pour cette belle transition. Il existe des verres freinateurs de myopie pour l'enfant et l'adolescent. Alors comment fonctionnent ces verres et pour quels résultats? C'est un sujet de Cédric Manet. Il est présenté comme une révolution. Le MyoSmart est un verre de contrôle de la myopie proposé en France depuis 1 an. C'est un verre qui va permettre en fait de freiner l'évolution de la myopie. Il faut savoir que plus une myopie débute tôt et plus elle a des chances d'évoluer. Et on peut se retrouver avec de fortes myopies de l'ordre de -6, même au-delà. Il faut savoir qu'à partir d'une myopie de -6, on est sur un œil qui est très allongé et donc qui est beaucoup plus à risque. Car l'œil myope est généralement plus long. L'image d'un objet éloigné se forme en amont de la rétine. C'est pour ça qu'il est perçu flou. Donc ce verre-là va permettre, en plus de pouvoir corriger le défaut visuel de la myopie, de freiner son évolution. Au fil des années, l'œil s'allonge. Ralentir l'allongement de l'œil, c'est exactement ce que fait le verre MyoSmart. On va vraiment avoir une petite zone au centre de ce verre qui va avoir la correction parfaite de la myopie. Et tout autour, on va avoir des petites alvéoles. Ces petites alvéoles vont créer un défocus qui va permettre d'amener l'image en avant de la rétine et de limiter cet effet élongateur qu'ont les verres classiques de correction de la myopie. Les ophtalmologues préconisent tout de même de faire des pauses loin des écrans et de passer au moins 2 heures par jour à l'extérieur pour stimuler une vision lointaine. Je trouve que c'est génial comme innovation quand même. Mais ça veut dire qu'il faut dépister cette myopie le plus tôt possible en fait, dès les premiers signes. Voilà, et donc après, ça peut varier, mais si on sait qu'on est par exemple chez des enfants qui ont des parents qui sont myopes, qui ont un historique familial important, moi c'est quelque chose que je vais proposer en primo-prescription quand il y a un début de myopie. Ça dépend de l'âge aussi, si vous voulez, parce que c'est des verres qui ont un léger coût supplémentaire par rapport à des verres standards. Donc si c'est une myopie un peu plus tardive qui ne va pas être forcément évoluer vers un risque, qui va pas être trop à risque d'évoluer vers une forte myopie, on peut partir au début sur un verre un peu plus standard, mais c'est des choses qu'on fait de plus en plus. D'accord, j'allais vous poser la question, est-ce que c'est une pratique qui est de plus en plus répandue? Ça existe depuis quand, ces verres freinateurs de myopie? Ça existe, je dirais, depuis 5-6 ans. 5-6 ans. 5-6 ans qu'on le fait, ouais. Vous en voyez passer beaucoup, vous? De plus en plus, de plus en c'est une plus, bonne nouvelle. Tout à l'heure, on en parlait avant l'émission et on trouve, nous, tous les deux, qu'il marche encore plus que les statistiques, en fait. On a vraiment des cas où la myopie s'arrête. Ah oui. C'est formidable parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu, on voyait que de l'évolution. Moi, au magasin, je vois de plus en plus d'enfants myopes, donc ça nous a quand même alertés et cette solution-là est vraiment importante. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet de voir l'avenir, avec un petit jeu de mots, plus sereinement. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé que ça existe à mon époque, mais bon, c'est trop tard. Combien de temps il faut les porter, à peu près, en moyenne, pour espérer que la myopie puisse s'arrêter ou se stabiliser? En permanence, après, jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Ah, jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Oui, on renouvelle sur prescription. Ça veut dire qu'ils vont porter tout le temps une paire de lunettes. Ouais. Mais parce que moi, je croyais qu'à l'âge adulte, justement, il y a un moment donné, la myopie n'évoluait plus, qu'on porte des verres freinateurs de myopie ou pas. Alors oui, mais c'est variable suivant les individus et c'est variable aussi suivant le degré de myopie. Des gens qui ont une très forte myopie, alors il y a des gens, ça peut évoluer toute leur vie, et des gens, par exemple, qui vont être myopes à -6, -7, ça va plutôt arrêter d'évoluer vers la trentaine
que vers 21-22 ans. Donc si vous voulez, l'idée c'est de, tant que c'est évolutif, on porte cette correction optimale. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Eh bien, merci messieurs, c'était passionnant. J'ai appris beaucoup de choses, donc un grand merci à vous. Alors les points clés à retenir, enfin, de mon point de vue, attention aux écrans, hein, 75% des jeunes souffrent de fatigue visuelle, ça je pense qu'on l'a bien répété au cours de cette émission. Donc repérer les signes d'alerte, les yeux rouges, les yeux qui grattent, les maux de tête, la baisse de la concentration à l'école, voire l'échec scolaire. Les orthoptistes peuvent prescrire des verres correcteurs dans certains cas. Les opticiens, eux, peuvent faire des renouvellements d'ordonnances et faire des contrôles visuels après 16 ans. Il existe aujourd'hui des verres freinateurs de myopie qui pourraient empêcher l'aggravation de la myopie de votre enfant. Donc demandez toujours conseil à votre ophtalmo ou à votre opticien. Un grand merci, messieurs. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.